Alors pour revenir sur l'assurance, c'est juste une anecdote assez rigolote parce que notre première assurance en fait nous a couvert seulement si j'avais une lettre de mon gynéco qui disait que pendant 1 an avec ma femme on avait essayé naturellement d'avoir des enfants. J'ai déjà entendu des trucs comme ça mais voilà. c'est complètement lunaire. Donc oui, ça fait 10 ans qu'on essaie. Voilà. Et je sais pas pourquoi ça marche pas. Donc j'ai dû trouver une gynéco qui m'a regardée avec des grands yeux et je me suis dit mais s'il vous plaît faites-la moi cette lettre. Voilà. Et grâce à ça ils nous ont pris en charge. Oh la vache. Voilà. La deuxième fois, par contre, donc ma femme avait changé de boulot. Ouais. On était toujours dans le même état, mais après, tu sais, c'est les accords avec les assurances, voilà. Et eux, par contre, c'était la même assurance, mais avec ce plan-là, ne prenaient pas le problème de fertilité pour les couples homo. Ah, d'accord. Voilà. Et en fait, dans la première fois, c'est parce que dans les détails, c'était juste marqué que le couple doit essayer pendant 1 an, sans succès. Donc, alors que peut-être que l'autre, c'était un couple hétéro, je sais pas. Mais voilà, c'était la petite blague. Pour moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur... pour moi, c'est comme la dépression, c'est comme tout ça. Ici, les gens, ils en parlent et c'est bien. Ouais, c'est bien parce qu'en fait, tout le monde galère d'une façon ou d'une autre, quelles que soient les raisons. Et du coup, c'est moi, c'est un côté pas mal. Des fois, autour de nous, certaines personnes s'attendent à ce que notre vie soit extraordinaire ici, mais en fait, c'est une vie comme tout le monde, juste dans un autre pays. Ouais. On va faire nos courses, on va chercher les enfants, on est fatigué de la vie, mais on est juste ailleurs. Aujourd'hui, j'ai de la chance. Mon invité vient à moi. Il est 9h20 du matin, mon fils est à l'école, et j'attends Karine, qui me vient du nord de Denver. Allez, le café est prêt, et les micros aussi. Salut! Tu vas bien? Bien et toi? Ouais. Désolée. Pas trop la galère En fait, c'est tout autour de Denver, c'est toujours compliqué. Non, ça va. Tu veux un café? Non, merci, je bois pas de café. Tu veux un thé? Une tisane? Non, je veux bien de l'eau. De l'eau, je te sers bien là. C'est sympa ici? Ouais. Ok. Assieds-toi. Assieds-toi. Merci beaucoup de venir jusqu'à moi, c'est super sympa. Non, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Donc, du coup, t'es de course à Ikea après, c'est ça? Ouais, du coup, j'ai 2 potes aussi qui me disent. De passer? Ouais, pour leur cours Ikea. Ah oui, t'es sympa. Je me rapproche. Là. Ah, ça c'est parfait. Là, c'est bon. Ouais. Ok, alors attends. Si c'est pas trop chiant. Non, c'est bon. Là, c'est bon. Tu peux bouffer le micro. Ouais, c'est ça. Avoir un mal de tête. Ouais, non, c'est bon. C'est ok. Cool. Ok. Bon. Ça va bien? Ouais, ça va. Et toi? Ça va très bien. Il fait beau aujourd'hui, ça change de ces derniers jours. Ouais, enfin, on est à Denver quand même. Ouais, non, mais c'est le soleil en fait. Tu t'habitues. Tu viens de quel coin en France? Moi, je viens de Lyon. J'étais de Lyon, je suis partie à 18 ans, j'étais à Paris, après je suis partie en Asie et après Chicago. Qu'est-ce qui t'a amené en Asie? Ma femme. Ouais. Enfin, elle est née à Hong Kong. Ah, d'accord, ok. Donc, elle a vécu toute son enfance jusqu'à ses 16 ans, 17 ans à Hong Kong. Mm-hmm. Elle est venue faire sa terminale en France. C'est là que vous êtes rencontrés? Non, pas du tout. Sa mère est française, donc elle avait la double nationalité. Elle en avait marre de Hong Kong, donc elle est rentrée en France. D'accord. Et on s'est rencontrés à Paris quelques années plus tard. Pendant vos études? Ouais, pendant nos études. D'accord. Et en fait, au bout d'un moment, l'Asie lui manquait. Ouais. Donc voilà, on avait décidé de tenter notre aventure. On devait partir comme ça, son boulot l'a transféré. C'était quand alors, du coup, vous êtes parti en Asie? Je suis très mauvaise avec les dates, mais c'était il y a une douzaine d'années, 12-13 ans. D'accord, ok. Voilà. Et vous êtes resté combien de temps là-bas? 1 an et demi, j'ai eu des gros problèmes de visa, moi. Ah merde. En fait, je suis arrivée avec une offre d'emploi, c'était super, le plus gros hôpital de Singapour pour travailler, c'était génial. Et moi, je suis podologue. C'était les élections et Singapour, c'est une belle démocratie à parti unique. Ah. Voilà, donc ils font quand même ce qu'ils veulent. Ouais. Et les gens n'étaient pas très contents de l'emploi à ce moment-là, donc ils ont dit, comme dans beaucoup d'endroits, c'est les étrangers qui prennent tout notre emploi. Voilà, sachant que typiquement dans ma profession, il n'y a pas d'école en fait de podologie. D'accord. Donc ils sont obligés de recruter des gens de l'étranger ou d'envoyer des Singapouriens à l'étranger pour se faire former. Ouais, mais du coup c'est un investissement long terme, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Mais du coup, mon poste pendant l'année et demie où j'y étais était toujours dispo. Ah, donc t'as jamais pu exercer là-bas? Non, j'ai fait 12 demandes de visa qui ont été rejetées.
J'ai eu deux offres d'emploi. Après, dans le plus gros cabinet privé, il y avait une affiche de moi avec mon nom et ma photo sur les abribus d'en fait, genre les Champs-Élysées de Paris. Ouais. Alors qu'en fait, tu pouvais rien faire. Et en fait, je pouvais pas, j'avais pas de visa, donc moi, je refusais de travailler, quoi. En fait, j'avais un visa touriste. Comme les relations homo sont pas autorisées là-bas, c'est pas reconnu. Donc, j'étais vraiment en tant que touriste. Donc, je sortais, rentrais de façon tous les 15 jours. C'est imbérable. Voilà. Bon, ça, c'était pour le fun, parce que tous les 15 jours, on allait plonger en Indonésie. D'accord, ok. Malaisie, voilà. Mais au bout d'un moment, ils m'ont dit justement, je suis restée en fait 45 minutes coincée à la douane. Voilà. Et puis, ils ont écrit quelque chose incompréhensible au crayon de papier sur mon passeport. Qu'on s'est regardé avec ma femme, on a dit c'est fini. Je pense qu'il faut qu'on plie bagage, donc on est parti parce que en fait ils peuvent au bout d'un moment quand même te trouver une raison pour ne plus revenir, quoi. Et puis après dans ces cas-là t'es banni, puis c'est compliqué. C'est plus compliqué. Donc voilà, donc notre aventure s'est arrêtée là. Du coup un peu du jour au lendemain. Un peu ouais. En plus à ce moment-là, pour moi, j'ai perdu mon père, je suis rentrée, je suis jamais repartie en fait à Singapour. Donc ma femme s'est occupée du déménagement. Moi je suis partie en fait en 24 heures, j'ai pris une bille avant, je suis rentrée. Donc ça s'est arrêté comme ça. Un peu dur, mais voilà. Ouais, du coup, un peu l'impression de pas avoir même peut-être dit au revoir au truc, parce que tout s'est précipité, tout s'est enchaîné. Ouais, un peu ça, mais en même temps, on savait très bien. T'avais pas de futur là-bas, quoi. Non, dans notre relation, sachant que moi, je voulais des enfants, ma femme, pas encore, mais à terme, elle en voudrait. C'était pas un endroit où on pouvait rester, quoi. Ils viennent enfin de délégaliser l'homosexualité masculine. De légaliser, tu veux dépénaliser. De dépénaliser, pardon. Mais masculine, genre ils font des catégories. Oui, parce que l'homosexualité féminine n'existe pas. Intéressant. Voilà, c'est ça. Faut lui en rire. Okay. C'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est pas un pays où nous on aurait pu de toute façon vivre. T'installer vraiment tout le temps, quoi. C'est pas possible. C'est quoi le plan au moment où vous rentrez? Donc toi, je sais que tu rentres précipitamment du coup pour ton papa. Le plan, c'est de rentrer pour repartir ou de voir ce que ça donne. Au bout de 3 semaines, on s'est dit que non. Si rapidement que ça. Ouais. En fait, toutes les raisons pour lesquelles aussi on est parti de Paris, parce que moi, j'étais jamais partie de la France, sont revenues. Le stress de Paris, voilà. Et puis du coup, nous, on a tellement voyagé en 1 an et demi. Moi, j'ai rempli un passeport complet de tampons, tellement on a voyagé. Puis là, on s'est retrouvés à Paris, coincés, en fait. Alors oui, tu peux aller dans les pays d'Europe, tout ça. Là, il y a plein de choses à voir en France, mais c'était pas... C'était pas ce qui t'excitait à ce moment-là, quoi. Ouais. Le choc culturel, rien comprendre quand tu vas au supermarché, tout ça, ça nous manquait. Et puis, du coup, la boîte de ma femme l'a transférée à Chicago. D'accord. On connaissait pas du tout les États-Unis dans le sens de Chicago. On n'avait pas vécu là-bas. On était venus en voyage à New York. Voilà. Et on s'est dit, on va rester 1 an. Ce qui nous a permis aussi de venir, c'est que Obama, merci à lui, avait décidé d'autoriser, en fait, quelle que soit ton orientation sexuelle, du moment que tu avais un visa, une union. Genre Pax. Donc ils reconnaissaient le Pax en fait. Ouais. Ah cool, ok. Et ça te donnait un visa du coup pour venir ensemble. D'accord. Donc moi j'avais. Donc pas obligé de vous marier. Exactement. Ok. J'avais ça s'appelait Domestic Partner Visa ou un truc comme ça. Ouais. Et ça nous a permis de venir ici, donc on s'est dit on va rester, on va se donner 1 an. Ouais. Voilà. Puis on y est resté 10 ans, 9 ans, 9 ans on est resté. Du coup, avec un visa domestic partner, tu peux bosser? Non, alors moi en gros, c'est l'équivalent d'un visa de touriste à long terme. Donc tous les 6 mois, il fallait quand même que je sorte du pays. Ah, quand même, ok. Ouais, mais bon, je suis allée à Chicago, au moins, t'es à la frontière. Ouais, voilà. C'est moins galère. On est allé voir les chutes du Niagara, revenu, on a fait un trip. Voilà, c'était ça. C'était pas compliqué. Puis ils demandaient pas plein de justifications du moment que ma femme avait son visa. Elle avait un L1 à l'époque. Ok. Et puis du coup, par contre, j'avais pas. Alors c'était un peu galère pour ça. J'avais pas de numéro de sécurité sociale, donc j'avais pas de permis de conduire. J'avais pas le droit de travailler, pas le droit d'étudier. J'avais vraiment le droit de rester à la maison. C'est quand même dur. Ouais. Mais bon, en fait, j'en ai profité moi pour faire parce que je peux pas exercer aux États-Unis en tant que podologue. Ils reconnaissent pas mon diplôme.
Donc j'ai passé un diplôme pour devenir prof de français. Donc avec tu peux l'Alliance pas française. étudier, mais t'as quand même un peu... Ouais, parce qu'en fait, c'est pas dans une fac. Ouais. Tu vois, que je l'ai fait par l'Alliance française, donc ils s'en foutent eux. D'accord. Donc j'ai passé mon diplôme par l'Alliance française et après D'enseignante de FLE, de français ouais, langue voilà. étrangère. Et j'ai fait du coup du volontariat chez les petits à l'Alliance française de Chicago. Et après, Obama a autorisé le mariage homo. Ouais. Donc on s'est mariés. Grâce à ça, j'ai pu avoir un vrai visa de D'accord. L2 comme un couple hétéro. Ouais. Et à partir de là, j'ai pu bosser à D'accord. l'Alliance française. Donc au début, j'avoue, quand on est arrivé, comme il y avait eu le choc des cultures en arrivant en Asie, on est arrivé à Chicago. Bon, finalement, on connaît un peu les États-Unis par les films, même si c'est pas la même chose quand tu vis, quand tu rencontres les gens, mais il y a des choses que tu connais finalement un petit peu. T'es pas autant dépaysé, quoi. J'étais pas autant dépaysée. Ça a été un petit peu dur au départ, ce côté-là. Et puis après, j'avoue. C'est peut-être cliché ou tout bête. On a fait une croisière sur la rivière et downtown Chicago, je sais pas si tu connais, c'est juste magnifique. Ouais. Et c'est les espèces de cruise sur la rivière, c'est les trucs architecture, qu'on monte beaucoup. Alors nous, on a fait aussi un tour Ghost and Gangsta. Ah. Voilà. Et oui, c'est la ville d'Al Capone, non? Voilà, c'est ça. Et on a appris plein de choses sur les gangsters. Et en fait, ça m'a fait kiffer de connaître ce côté-là, parce qu'il n'y a pas tant d'histoires que ça aux États-Unis quand même. Ouais. T'en as, mais ça s'étend pas sur 10 000 ans. Non, ouais, voilà. Et puis si tu vas à Boston, tu sais bien, là, t'as plein d'histoires. Ouais. Mais bon, Chicago, voilà, c'était construit là-dessus. Alors, qu'est-ce que t'as retenu sur les gangsters de Chicago? Sur les gangsters de Chicago, écoute, il y avait une histoire, alors je me rappelle plus de son nom, mais c'est rigolo. La ville, en fait, elle a été construite sur des marécages. Ah ouais. Et puis ils se sont rendus compte que c'était pas une très bonne idée parce que voilà, c'était pas très durable. Voilà. Et donc ils ont en fait gardé l'étage du bas et ils ont construit la ville au-dessus encore. Donc il y a des endroits, par exemple, il y a Walker Drive, cette route, tu as le lower and upper. D'accord. Et le lower, c'était la base d'avant. D'accord. Et c'était là où était construite la ville avant. Voilà, c'est ça. Et donc t'as vraiment une ville à 2 étages. Excellent. Et donc il y a un endroit où il y avait des travaux encore de construction qu'ils avaient laissé. Ils ont laissé genre des bars et tout. Et apparemment il y avait ce gangster qui faisait genre 1m40. D'accord. Tout petit et qui venait, en fait, il y avait les mecs de New York qui venaient faire des deals avec leur... À l'époque, il n'y avait pas les cartes bancaires et tout ça, donc ils avaient plein de fric, de billets sur eux. Et donc, en fait, ils leur chopaient leur... Mais ils se gênaient pas, en fait, ils leur chopaient leur portefeuille et ils partaient dessous, ils couraient, et c'était dans le noir. Les mecs, ils le couraient comme un ouf et en fait, ils se tapaient des barres de construction parce qu'ils étaient trop grands et lui, il passait dessous sans aucun problème. Excellent. Voilà, je la trouve géniale, cette histoire. Et il s'en est sorti comme ça pendant des années. Mais si Chicago jouit d'une belle réputation en termes de culture et d'architecture notamment, Chicago est aussi connue comme une ville dans laquelle certains gangs s'affrontent. Alors, est-ce que c'est un cliché? Est-ce que c'est la réalité? Comment est-ce que Karine a vécu ça? Alors, c'est ça dépend d'où, j'imagine. Ouais, avant, c'était le South Side de Chicago. Ouais. Vraiment, c'était... Ouais, ça craint, tu te balades, c'est vraiment triste, c'est que des liquor stores, des églises et des morgues. Il n'y a que ça. Ouais. Il n'y a même pas de supermarché. Après, en fait, nous, on est partis aussi parce que la violence est devenue trop importante. Quand je parle de violence, je parle de meurtre en pleine journée au carrefour, pas loin de chez nous. D'accord. Voilà. Et ça s'est étendu vachement. Les gangs sont sortis un peu, et puis avant, c'était que le problème, c'est qu'avant, c'était que des gangs qui se réglaient leurs problèmes entre eux. Comme après, ils se sont étalés, c'est quand même que des gangs, mais les balles perdues, elles peuvent être pour d'autres gens qui sont là en plein milieu. La maîtresse de ma puce, une prof de kindergarten, de pre-K, voilà, elle nous racontait qu'elle était dans sa cuisine et ils ont entendu un gros bruit dehors. Ils sont sortis et en fait, heureusement, elle n'était pas dehors. En fait, il y a une balle qui était sur son Porsche. Oh, ouais, vache. J'ai une pote... Il y a une balle perdue chez elle, quoi. J'ai une pote, la balle, elle est passée par la fenêtre et elle atterrit dans leur cuisine. Heureusement, ils n'étaient pas là chez eux. Donc, c'est vrai. C'est de plus en plus. Maintenant, est-ce que c'est partout, tout le temps? Non, il y a des gens, ça les gêne pas. Voilà, nous, au bout d'un moment, je pense aussi qu'on a été confronté de près aussi, j'imagine que ça fait réfléchir avec les enfants. Ouais, déjà ça. Et puis je pense que de toute façon qu'on avait fait le tour de la ville. Je crois qu'on avait fait le tour de ce qu'on devait faire à Chicago. C'était l'occasion de partir. Et voilà.
Finalement, un énorme chapitre de la vie de Karine et de sa femme s'est déroulé à Chicago. Ou en tout cas, c'est là qu'elle habitait quand tout ça s'est passé. Elles se sont mariées, elles sont devenues mamans. Elles se sont mariées, oui, mais pas exactement dans les conditions que vous imaginez. On s'est mariés en Californie. D'accord. Alors, parce que quand j'ai voulu faire notre mariage, parce que en fait, on voulait faire le mariage aux États-Unis, mais en même temps le faire marier en France, traduire pour la France, pardon, parce qu'on savait déjà qu'on voudrait des enfants et que ma femme devrait adopter des enfants pour être légalement 100% leur maman. Donc, on voulait tout faire dans la foulée et je suis allée en fait au consulat de Chicago. Et quand je leur ai demandé, est-ce que vous pourriez me donner... C'était pas très clair, ça venait d'être aussi autorisé en France. D'accord. Donc je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se passe, quel papier je dois faire par rapport au cas qu'on est... Nous, on est à l'étranger, on fait pas ça de France. La personne me parlait comme ça pour me dire, alors pour votre problème. Donc moi, je disais que j'avais pas de problème. J'avais juste des questions. Oui, je comprends. Pour votre problème. Non, j'ai des questions sur les papiers. Elle ne m'a jamais répondu, donc ça m'a vraiment énervée. J'ai contacté en fait plusieurs ambassades et il y avait, je crois que c'est le consulat à San Francisco. Je sais pas s'il y a un consulat ou je sais pas quoi. Enfin bon bref. San Francisco, ouais. Ouais, c'est ça. Donc j'ai contacté une nana là-bas qui, en expliquant, bah voilà. Avec ma femme, on voudrait se marier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, parce que personne n'est capable de m'expliquer, voilà comment j'ai été reçue. Et la nana était là, mais non, mais c'est bien sûr. C'était tout bête, mais même j'avais pas, tu sais, il faut ton certificat de naissance de 3 mois et je l'avais pas encore en main parce que le temps qu'on fasse tout ça, le nôtre il avait 6 mois, enfin voilà. Et elle me dit, envoie-moi pour l'instant un fax, enfin un PDF ou je sais pas quoi, une copie de celui-là en attendant d'avoir l'autre original, tu me l'enverras plus tard, c'est pas grave. Donc elle nous a vachement aidés. Et du coup, c'est pour ça qu'on est allé le faire là-bas parce que les bancs étaient publiés en Californie. D'accord, ok. Et donc t'as pas besoin d'être résident finalement de l'état dans lequel tu te maries? Non. Ah, cool. Visiblement, non. Okay. Donc, on a fait après un mariage express à San José, comme si on était à la sécurité sociale. C'était très drôle. Comment ça? En fait, tu arrives au City Hall, là, et tu prends ton ticket. Tu prends ton ticket. Comme tu le poissonnier à Carrefour. Exactement, et on t'attend. On a regretté après avec ma femme, parce que sur place, ils te vendent aussi une alliance pour $25. On aurait dû la prendre. Et alors, on avait même... Alors, à cette époque, une des tantes de ma femme habitait là-bas. Et on avait aussi une amie de Chicago qui avait déménagé là-bas. Donc, on avait amené 2 témoins. Et en fait, elles sont pas du tout sur notre certificat de mariage. On a 2 mecs qui étaient derrière, en fait, qu'ils utilisent à chaque fois pour notre témoin de mariage. Voilà. L'industrie des trucs, quoi. Ah, mais trop, hein. Puis tu fais ton chèque à la fin. Puis t'es derrière il y avait une vitre de plexi. Et puis, tu sais, tu dois répéter I promise, je sais pas quoi. Et en fait, moi, je comprenais pas tout. Donc je rigolais, j'essayais de garder mon sérieux. Tu répétais phonétiquement. I promise blablabla et je disais j'ai rien compris hein. Donc super rassurant pour ta femme. Voilà, c'est ça. Je sais pas trop à quoi je me suis engagée, mais on est mariés. On est mariés maintenant, c'est bon. C'était un peu ça. D'accord. Donc une fois que vous êtes mariés, retour à Chicago et là le projet bébé se met se met en place. Ouais, bon moi ça faisait longtemps que j'en avais envie. On savait que aux États-Unis c'était plus facile. Ah ouais. Oui parce que c'est un business en fait ici. Hein, faut pas se leurrer. Hein, donc voilà, ils peuvent récolter de l'argent, ils vont le récolter. Mais il n'empêche que c'est bienveillant, même si tu vois ils récoltent de l'argent. En tout cas moi la clinique où je suis allée c'était bienveillant. J'ai trouvé ça aussi très pratique parce que je prenais le métro de chez moi pendant 20 minutes et j'étais à la clinique. J'avais pas besoin, comme en France malheureusement, prendre l'avion pour aller dans les pays, la Belgique, l'Espagne. Enfin, voilà. Du coup, vous avez plusieurs options. C'est quoi? C'est avoir recours à un donneur? Sinon il y a l'adoption, mais du coup toi tu voulais porter le bébé. Ouais, moi je voulais porter le bébé. Ma femme voulait pas, donc c'est moins ça c'était facile. Et en fait alors l'option nous qu'on a choisie c'est le donneur, ce qu'ils appellent semi-anonyme. D'accord. Donc c'est à dire qu'à l'âge de 18 ans nos enfants, si elles décident de savoir qui est cet homme, des questions, j'en sais rien, ce qu'elles peuvent avoir. Elles se retournent, on retourne à la banque de sperme qui vont le contacter. Si lui est toujours d'accord, ils les mettront en contact. Ah ok, cool. Voilà. D'accord. C'était important pour vous qu'elles puissent avoir accès à cette information si elles le veulent. Ouais, en fait, important, je sais pas, dans le sens où je sais pas si elles en auront besoin, mais j'avais pas envie de complètement fermer cette porte.
de prendre la décision pour elle, finalement. Voilà, Ouais. c'est ça. Et que ça changeait pas grand-chose. Si vraiment on n'avait pas trouvé un donneur qui était semi-anonyme, ok, bah on vous aurait auriez quand fermé même, cette porte. Voilà. ouais. Parce que par contre, pour nous, ma femme étant à moitié chinoise et française, on voulait un donneur chinois. D'accord. Et il y en a pas tant que ça. Ah ouais. Non, donc voilà, si vraiment c'était pas possible, on l'aurait pas fait. Ouais. On avait envie qu'il nous ressemble, Ouais, un mélange bien de sûr. nous deux. Aujourd'hui, mes enfants ressemblent plus à ma femme qu'à moi. C'est fou. Ouais. Quand elles étaient toutes petites, une ou deux fois, on m'a demandé si soit j'étais la nourrice, soit j'étais la Non. tante. Ouais. Non, c'est moi qui ai fait tout le boulot. Regardez à quoi je ressemble maintenant. J'ai eu 2 enfants. D'accord. Et alors, question bête en fait, mais du coup, tu arrives en fait à la clinique et tu expliques en fait ces critères-là et c'est eux qui vont te chercher le donneur? Non, c'est Ou, toi. Ah ouais, comment c'est ça toi. se passe? Ah bah tu vas sur ton PC, hein, tu allumes, tu cherches différentes banques de sperme D'accord. et c'est comme Amazon, hein, tu choisis. C'est ouf. Selon les banques, en fait, tu peux aussi payer pour avoir des critères différents. Une photo du donneur petit, son écriture, sa voix. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah, c'est business, quoi, comme tu dis. C'est business. Nous, Ouais. on a choisi une banque justement à New York qui donnait tout ça gratuitement. D'accord. Moi, je m'en fous à quoi il ressemble, je m'en fous à quoi il écrit, mais je me disais juste, au moins pour le même prix des autres, ils nous prennent un peu moins pour des imbéciles et c'est un peu plus, pas humain, mais Ouais, ils se font voilà. pas du business sur la misère des gens qui galèrent à devenir parents. C'est quoi. ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc on est passé par une banque donc à New York. Mhm. Et puis tu choisis, tu mets tes critères, qui est de race surtout, parce que si tu préfères avoir un donneur comme dans notre cas asiatique, voilà. Après tu choisis semi-anonyme, anonyme. Après il y a des choses de ta santé que tu dois savoir, des compatibilités Ah ouais. qui sont assez drôles parce que dans la vraie vie, quand tu vas avoir un Ouais, enfant, tu tu le sais pas en Ouais. fait. Mais du coup là ils essayent de maximiser tes Ouais. chances. Et puis après ils te demandent ton numéro de carte bancaire. Bah bien sûr. Voilà. Parce que du coup, je sais que ça dépend des États. Il y a des États qui accompagnent vachement plus en termes de remboursement de ces démarches-là, en fait, médicales pour devenir parents pour les couples homosexuels. Est-ce que l'Illinois c'était le cas ou pas particulièrement? Alors, nous, on a eu en fait, donc on a eu 2 enfants et on a eu deux assurances différentes D'accord. de santé. La première nous a complètement couvert, à part Ah, pour génial. le sperme, ils couvraient pas ça. Ok. Mais C'est par- cher. Ça me paraît. Je me rappelle plus, Ouais. mais ouais. En fait, le problème c'est qu'il faut, ce qui est presque le plus cher, c'est que tu dois le faire envoyer par overnight par avion. Parce que que, c'est tout le truc. Enfin, c'est hyper. Ouais, c'est un énorme container là pour Ouais. un tout petit truc là. Et puis en plus, c'est bête, mais t'en achètes pas une à la fois, t'en achètes 2 ou 3 D'accord. au cas où il y en a une quand elle arrive qu'il y a un problème, et puis le reste ça part à la poubelle. Donc tu dépenses. Ah, le reste part à la poubelle, c'est pas genre tu peux pas les garder justement si tu veux un deuxième enfant pour qu'ils aient le même donneur ou... Bah tu les gardes Oui, à la non, banque pas de chez sperme. toi, j'imagine. Non, mais pas à ta clinique de D'accord, fertilité. La ok. clinique de fertilité, ils gardent pas ça. D'accord. Donc du coup, nous on en faisait envoyer 2 à chaque fois, Mhm. mais il y en avait une qui servait à rien quoi. Ouais. Mais on en avait réservé d'avance justement aussi Ok. à la Pour banque. anticiper, parce que Voilà. vous saviez que vous vouliez plus d'un enfant. Voilà, c'est Ok. ça. Et puis tu sais même pas combien de temps en fait ça va prendre. Combien pour que d'essais ça t'aies- peut. Voilà. Ouais. Et il y a quand même une limitation. Alors, elle est un peu borderline cette limitation, mais tu sais, le donneur, il a pas le droit d'avoir plus de X enfants. Donc au bout d'un moment, tu. Ah, il y a une limitation Ouais, là-dessus il y a une limitation en fait. Propre aux US ou à l'État ou... Alors propre aux US et après propre à l'international si la banque elle est internationale. D'accord. Donc une fois que le donneur a atteint ce taux-là, tu peux plus acheter de fiole en fait, même si tu as déjà eu un enfant de ce donneur. Ok. Je dis qu'elle est borderline parce qu'en fait, c'est les mamans qui viennent rappeler la banque pour dire « Ah, je suis enceinte Ah oui, donc en fait tout le monde le fait pas, ». j'imagine. Bah moi, je l'ai bien fait pour la première. La deuxième, j'ai pensé 9 mois plus tard. Donc techniquement, il y a des enfants il qui aurait auraient pu... pu, voilà. Et c'est vraiment, je me dis, mais vous devriez quand même nous rappeler parce qu'on est dans le truc. T'as ton Ouais. enfant, t'as la T'as tête autre chose à sous l'eau. penser, tes parents, ouais. Et voilà, puis ça fait un moment que tu l'as acheté, ce sperme quand Ouais, même. ouais. Voilà. Donc bref. D'accord. Et donc du coup, parce que je sais pas si tout le monde sera familier avec ça, donc vous êtes passé par la fécondation in vitro.
Ouais, alors nous, on a fait d'abord des inséminations et ensuite la fécondation in vitro. En fait, les assurances te forcent un peu à faire quelques inséminations avant d'accepter de passer à la palliation. C'est ça. Alors, pour revenir sur l'assurance, c'est juste une anecdote assez rigolote parce que notre première assurance, en fait, nous a couvert seulement si j'avais une lettre de mon gynéco qui disait que pendant 1 an, avec ma femme, on avait essayé naturellement d'avoir des enfants. J'ai déjà entendu des trucs comme ça, mais c'est complètement lunaire. Donc, oui, ça fait 10 ans qu'on essaie. Voilà. Et je sais pas pourquoi ça marche pas. Donc, j'ai dû trouver une gynéco qui m'a regardée avec des grands yeux et je me suis dit, mais s'il vous plaît, faites-la moi cette lettre. Voilà. Et grâce à ça, ils nous ont pris en charge. Voilà. La deuxième fois, par contre, donc ma femme avait changé de boulot. Ouais. On était toujours dans le même état, mais après, tu sais, c'est les accords avec les assurances, voilà. Et eux, par contre, c'était la même assurance, mais avec ce plan-là, ne prenaient pas le problème de fertilité pour les couples homo. Voilà. Et en fait, dans la première fois, c'est parce que dans les détails, c'était juste marqué que le couple doit essayer pendant 1 an, sans succès. Donc, alors que peut-être que l'autre, c'était un couple hétéro, je sais pas. Mais voilà, c'était la petite blague. Il y a eu plusieurs essais. Ça a pris combien de temps, du coup, est-ce que la première grossesse prenne ? Alors moi, ça a pris quasiment 1 an pour que je tombe enceinte. Tout le temps, le médecin me disait, je comprends pas. N'y pensez pas. Oui, c'est hyper facile. Merci, Voilà, je viens tous les 15 jours, voire tous les 3 jours. Comment tu veux que j'y pense pas ? Mes bras sont pleins de bleu, faut arrêter les histoires. Mais j'ai fait, je crois, 6 inséminations à peu près. Et ensuite, j'ai fait une fécondation in vitro. D'accord. Et ça a marché directement la première fécondation in vitro. Grâce à ça, heureusement, j'avais 5 embryons. On a eu le premier qui nous a donné notre Zoé. Ouais. Et après, quand on a voulu le deuxième, on a choisi un deuxième embryon qui nous a donné notre Léa. C'est pas ouf, n'empêche, de se dire qu'ils ont été presque conçus au même moment, mais du coup, qu'ils ont été implantés à des temps différents. Ah oui, des fois, maintenant ça va mieux. J'ai fait une fois la blague, ma petite était trop petite, en lui disant que, en fait, vous êtes conçus le même jour, mais toi, t'es restée dans le congélateur, c'est pour ça que t'as jamais froid, parce qu'elle est toujours toute nue. Et ça lui a pas trop plu qu'elle m'a dit, maman, tu peux pas me mettre dans le congélateur. Non, en fait, pardon. Mais maintenant, ça la fait rire. Elles ont quel âge maintenant ? Maintenant, elles ont 4 et 7. D'accord. Voilà, donc, et elles connaissent leur histoire ? Bien sûr, oui. D'ailleurs, c'est très drôle. Ma grande, à l'époque, quand elle avait 3 ans, un jour, elle était au daycare et puis les maîtresses faisaient le petit jeu. Oh, qui c'est qui va venir chercher le prochain ? Et puis il y a un petit enfant qui a dit ah, c'est le papa de Zoé. Donc elle avait 3 ans et demi. Elle dit non, j'ai pas un papa, moi j'ai un donneur. Waouh, voilà. 3 ans et demi, c'est ouf. Ouais, en fait, on leur a toujours parlé vous avez 2 mamans, vous n'en avez pas de papa, vous avez un donneur. Et voilà, il y a un super livre, si ça intéresse des gens, Le mystère des graines à bébé. Ok. Qui explique tout sur tous les parcours, l'adoption. Pour les tout petits, dès les tout petits. Ouais, alors bon, il y a des choses, après, c'est personnel, parce qu'ils parlent... Ils parlent vraiment de tout, ils vont utiliser le mot de spermatozoïde, tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ça. D'accord. Nous, voilà, on leur a toujours utilisé ces mots-là. Et donc, elles savent qu'elles ont un donneur, qu'elles n'ont pas de papa. Et voilà. C'est rigolo, ça rend certains de leurs copains jaloux, en fait. C'est vrai ? Ouais, moi, j'aimerais bien avoir 2 mamans. Ah, c'est trop mignon. Une de ses copines, la dernière fois, lui a dit « Not fair !» C'est adorable. Pendant cette année, j'imagine que ça n'a pas été toujours hyper facile Enfin, c'est hyper dur, parce qu'en plus, t'as les hormones qui font des yo-yo tous les mois. Ouais. T'as les hormones qui jouent tout le temps. Donc, ouais, j'ai pas forcément été la plus sympa des nanas à ce moment-là. C'est normal, hein. Tu te prends plein de piqûres. Tu essaies d'y penser, de pas y penser, mais t'as ton téléphone. Et puis, des fois, de toute façon, t'as tes règles avant ton rendez-vous. Donc, donc tu sais que ça a pas marché. Une fois, j'ai vraiment cru que ça avait marché, mais en fait, j'ai fait une espèce de réaction à des nouvelles vitamines prénatales. Donc là, c'était la grosse déception parce que j'étais persuadée d'être enceinte. Voilà. Donc ouais, ça c'est un peu compliqué. Puis surtout, je sais que c'est peut-être le côté aussi bienveillant américain, mais quand le médecin arrête pas de te dire, je comprends vraiment pas, ça devrait marcher, allez. Ouais, mais là j'en ai marre en fait. J'en ai marre de venir. Au bout d'un an, tu fais passer à autre chose, quoi. Puis l'acte en lui-même, quand on te fait l'insémination, il est quand même pas très agréable. Ça fait un petit peu mal quand même. Donc ouais, émotionnellement, c'est difficile pour moi, c'était difficile pour ma femme aussi. Voilà.
Tu t'es fait accompagner ou pas particulièrement ou... Non, j'ai pas fait dans genre Non. thérapie ou un truc comme ça. Ouais, je sais pas. non. Il y a des groupes de discussion, des trucs. Non, pas vraiment. Après, j'en ai parlé autour de moi parce que je me suis dit justement, en fait. Ça touche tellement de gens, faut pas que ce soit tabou. Ouais, et d'autant plus ici. Alors, je sais pas trop comment c'est en France parce que ça fait longtemps que je suis partie. J'ai pas eu ce processus en France, mais Ce problème. voilà, ce problème. Faut pas le dire trop fort. En fait. Ici, je connais plein de gens qui m'ont parlé ouvertement de. Je donnais un cours à un enfant à un moment et sa maman me dit oui, bah, Levi, il est né d'un don d'ovocytes, par exemple. Ouais. Jamais j'avais entendu ça avant, quoi. Et j'ai plein de gens autour de moi. C'est vrai que les gens sont hyper libérés là-dessus. Moi, c'est pareil, quand je suis devenue maman, je suis passée un petit peu par la PMA aussi. J'étais scotchée, en fait, avec l'ouverture. En fait, en France, on m'avait jamais parlé de ça. Ça me paraissait même... en fait, concerner un tout petit pourcentage de la population, alors que ça touche tellement de gens. Et ici, les gens, c'est bah oui, j'ai fait une FIV. Je sais pas, à Cambridge, le nombre de jumeaux qu'il y avait, et ils t'expliquaient tous qu'ils étaient nés par FIV. C'est ça. Et c'était, c'est la vie, en fait. C'est la vie. Ouais. Et moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Peut-être pour ça que j'ai pas eu besoin de plus que ça. Ouais. Parce que pour moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur. Pour moi, c'est comme la dépression, c'est comme tout ça. Ici, les gens, ils en parlent et c'est bien. Ouais, c'est bien parce qu'en fait, tout le monde galère d'une façon ou d'une autre, quelles que soient les raisons. Et du coup, c'était ça. C'est moi, c'est un côté pas mal. Ouais. Après, t'es obligé. Dans le début du process, on était obligé de voir une psy avec la clinique. Ah ouais, comment ça? Ouais, mais enfin, ça dure pas très longtemps. C'est juste pour savoir si personne t'a forcé. Ou... Ouais, voilà, c'est ça. Mais le rendez-vous, il a duré peut-être 15 minutes. Hein, oui, d'accord, rapide. C'est vraiment une formalité, voilà. Ouais. Mais je crois que c'est obligatoire, mais t'as pas un suivi, quoi. Ouais, d'accord. Donc du coup, premier bébé qui arrive. Chamboulement, comment ça se passe? Bah ouais, comme tout le monde. Normal, ouais, c'est ça. T'as l'impression que ta vie s'arrête, en fait. Carrément. Non, mais dans le sens où... tu sais, moi, je me dis toujours, on fait ces cours de préparation à l'accouchement, mais en fait, on devrait nous faire des cours de préparation à l'enfant. C'est vrai. Ça sert à rien, parce que de toute façon, ton accouchement, il se passera pas comme les PowerPoint qu'on t'a donnés, là. C'est vrai. Voilà, tu t'en remets au docteur, et de toute façon, même le docteur, il t'écoute pas forcément. Ouais. Donc, je sais que moi, dans mon cas, mes enfants sont nés trop vite. Je disais au médecin. Tu es prématurée ou non, ils sont sortis trop vite. D'accord. Okay. Je disais au médecin, je crois qu'elle arrive, et le médecin me dit non, ça devrait aller. Et puis, qui d'un coup, bras-le-bas de combat, venez tous, le bébé est déjà là. Je vous ai dit, je pense, c'est pas mon premier, mais je pense que je le sens. Faut écouter un peu, je crois, les mamans. Voilà. Et du coup, chamboulement, comme tout le monde. Bien sûr. Puis après, le gros chamboulement aussi dans ta tête, parce que, oh là là, tout ce que tes parents ont fait que tu veux pas faire. Ouais, tu commences à remettre plein de choses en question. C'est ça. Après, je crois que comme beaucoup d'expats, c'est un peu difficile quand t'es tout seul. Nous, on a eu de la chance au début, mes beaux-parents sont venus, ils sont restés avec nous... Ma belle-mère est même restée 15 jours de plus, donc un mois et demi, elle est restée pour nous aider, donc ça, c'était génial. Mais après, une fois qu'ils partent, t'es tout seul, et puis t'as plus de break parce que tu connais personne. Quand t'as pas de famille, moi, j'avais pas envie de laisser mon bébé à qui que ce soit que je connais pas plus que ça. Et puis au début, ils sont tout petits, c'est ça. Si tu peux éviter, je comprends. C'est ça. Donc voilà, mais c'était chouette. Moi, j'ai décidé de tenter l'expérience de rester à la maison. Ouais. Et j'adore ça. J'y suis encore. Enfin, je suis encore maman au foyer. Donc, t'as jamais repris les cours de français? Si, j'ai repris en fait un petit peu. J'ai repris quelques heures. Mes étudiants préférés. Je me suis pas embêtée. Autant raison. Hein. Voilà. Et je bossais quelques heures dans la semaine, mais pas grand-chose. Ouais. J'allais le soir quand ma femme rentrait du boulot, ou alors on avait une voisine quand même qui venait de temps en temps garder la petite. Mais j'ai repris un petit peu. Par contre, après, à la naissance de la deuxième, j'avais plus envie de reprendre tout de suite. D'accord. Okay. Je savais qu'il n'y en aurait pas d'autres, donc j'avais envie de profiter de celle-là. Vous saviez que vous en vouliez que 2? Ouais. D'accord. Enfin, à la base, ma femme en voulait 4. Elle qui en voulait pas tout de suite. Voilà, mais en fait, elle voulait pas en porter. Donc, je lui ai dit que moi, mon corps, après 2, il peut plus, là. Ouais. Je peux juste plus. C'est fatigant, tous ces traitements, en fait. C'est clair. Donc, le corps prend cher. Ouais, le corps prend cher. Et tu mets du temps à t'en remettre, même Enfin, je sais que moi, je me rappelle avoir des douleurs, surtout après la FIV, des douleurs quand je m'asseyais de toutes les piqûres que j'ai fait jusqu'à 6 mois de grossesse.
Ouais, vache. D'accord. Ouais, parce que tous les produits qu'ils te Les mettent. surstimulation. Ouais, puis du coup, ton corps, c'est pas bon quand même, quoi. Elles ont 3 ans d'écart, alors Ouais. c'est au bout de combien de temps est-ce que vous êtes dit, enfin toi-même tu t'es peut-être dit je suis prête. En fait, j'aurais aimé dans l'absolu qu'elles soient un petit peu plus rapprochées, Mhm. parce que j'avais envie de me débarrasser de... J'aime mes enfants, mais T'as j'ai pas aimé être enceinte? Alors non, parce que j'ai été malade de chez malade. Ouais. J'étais sous médicaments tellement je vomissais, donc ça, c'est pas fun. Sur les 2 grossesses? Alors ouais, non, pas Zoé, enfin la première, pas jusqu'à 6 mois de grossesse, j'étais malade. Ah, vache. Léa, j'ai été tellement malade que même 15 jours après la grossesse, j'avais encore du mal à manger des trucs. Ah ouais. Et là, j'étais sous médicaments, mais je gardais rien. Et pourtant, j'ai quand même pris 25 kilos. Ah ouais, c'est dingue. Ouais, et d'ailleurs, c'est peut-être pas très drôle, mais je vomissais tellement que quelques temps plus tard, une fois que j'ai eu une gastro ou je sais pas quoi, ma grande me dit elle a eu très peur que je sois de nouveau enceinte. Et je lui ai dit non, ça va en fait. Elle avait très très peur. Ah oui, donc elle s'en souvient quoi. Elle s'en souvient, ouais. D'accord. Donc non, moi j'ai aimé les sentir à l'intérieur de moi, tout ça, mais le côté non, être malade, galérer, ça non. Bien sûr. Après, je pense que c'était aussi mon corps avait besoin en fait j'avais besoin de reprendre. Et puis après, je voulais pas faire trop tard non plus parce que je savais pas si ça allait prendre tout de suite. Voilà. Puis finalement, ça a marché tout de suite. C'est vrai. Une FIV du coup aussi cette fois-ci. En fait, j'ai juste fait le transfert du 2e embryon. D'accord. C'est tout. Ouais. Donc ça a été plus facile. Ouais. Et puis ça a marché heureusement. Donc voilà. Trop bien. Ouais. Et le 2e, par contre, c'est plus facile. C'est vrai. Ouais. En quoi? D'avoir un enfant. Je sais déjà ce que c'est qu'avoir un nouveau-né. Donc, je dis souvent cet exemple, mais je me rappelle être à la maternité et que ma femme va voir la grande passer la journée avec elle. Et je me lève du lit et d'un coup, ma petite se met à hurler, mais j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes. Ouais. Et elle a regardé en me disant, en fait, tu vas aller bien, je vais d'abord aller aux toilettes. Ouais. Et c'est vrai, la première fois, on dit, qu'est-ce que je fais Que la première, je serais restée et je me serais retenue 5 heures s'il le fallait, quoi. Ouais. Et je me suis dit, bon, ça sera plus facile. Ouais. Le côté, par contre, d'avoir 2 enfants et la grande qui n'aime pas du tout sa petite sœur et qui en est très jalouse, ça, c'est très difficile, mais bon, c'est une autre histoire. Ah oui, j'ai vu, ça n'a pas dû être évident, ça. Non. Là, elle a été très, très difficile. Ça a duré longtemps? On en sort doucement. Ah ouais. D'accord. Je sais pas si c'est nous qui l'avons mal préparé. Je sais pas si tu peux vraiment préparer un enfant à ce que c'est. En même temps, j'ai lu plus tard un blog d'une maman qui expliquait que souvent, quand tu prépares la naissance de ton enfant, tu leur montres des livres, que lui va y voir le bébé, le ventre se grandit, et puis il y aura le bébé, et puis vous pourrez jouer ensemble. Il dit qu'en fait, non, il faudrait leur dire que le bébé sera là et que maman sera plus trop disponible, maman elle aura mal, elle dormira pas très bien. Ouais. Et le bébé, il pourra pas jouer avec toi au début, il pourra rien faire. Et je me dis, c'est vrai, en fait, on devrait leur préparer comme ça, les préparer comme ça, en fait. Mais bon, je pense pas que ce soit ça. Je crois que j'ai une petite fille qui est pas très sûre d'elle, donc ça aide pas d'avoir quelqu'un qui arrive et qui déboule toute sa vie. Mais c'est pas la seule. Toute l'attention, bien sûr, ça arrive vachement souvent. Voilà, c'est ça. Alors donc du coup, vous voilà une famille de 4. Voilà. À quel moment est-ce que, tu me disais, vous avez eu l'impression d'avoir fait le tour de Chicago, vous avez eu envie de voir autre chose? À quel moment? Je sais pas trop, c'est plus une opportunité. Ma femme a eu un nouveau boulot qui était 100% de la maison. Ah ouais, et on s'est dit, en fait, pourquoi on partirait pas? Et puis voilà. Aussi simplement que ça. Aussi simple. C'était quoi? Ça. C'était par rapport au Covid ou non? En fait, elle travaillait pour une United Airlines, donc compagnie aérienne. Et pendant le Covid, les compagnies aériennes, c'est pas les meilleures boîtes pour travailler. Ouais. Et en fait, elle a eu une proposition de boulot pour Amazon, donc. D'accord. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, à ce moment-là, tout le monde achetait chez Amazon, donc c'était quand tu regardes, c'était une entreprise qui était en forme. Voilà, à ce moment-là, c'est la sécurité de l'emploi, sachant qu'on n'a qu'un salaire pour toute la famille, tu fais ce choix-là, quoi. Alors qu'elle adorait son boulot, donc c'était à contre-cœur, mais en même temps, ça nous a permis de venir ici. Comment est-ce que d'abord c'est devenu évident que vous alliez quitter Chicago, tu vois, parce que tu peux aussi dire on va bosser de la maison à Chicago. Je pense nous en 24 heures. Quand elle a eu ce boulot, on s'est dit c'est l'occasion de partir. Ouais. Et comment est-ce que vous avez choisi le Colorado? Vous connaissiez un petit peu?
On était venus quand j'étais enceinte de 6 mois de ma première, on avait adoré, mais on s'était dit justement, ça doit être aussi cher que la Californie, donc ça sera jamais dans notre budget. Ah ouais. Et puis quand on a regardé de plus proche, là, c'était le bon. En fait, quand on a déménagé ici, c'était les élections de Trump et Biden. Ouais. Moi, j'ai regardé sur une carte les États bleus et les États rouges. Ouais. Et après, au-delà de ça, les villes qui étaient gay-friendly et les villes qui ne l'étaient pas. D'accord. Ça limite un petit peu, parce que justement, Chicago, on était tellement tranquille, il n'y avait pas de soucis et tout. Bon, en dehors de Chicago, déjà, c'est plus redneck, hein, l'Illinois. Ouais, mais toujours, oui, c'est ça. tu pars, c'est souvent le cas ça. quand on sort des grandes villes. Mais du coup, on n'avait pas envie de se mettre dans un endroit comme ça, tu vois. Bien sûr. C'était pas très intéressant. Donc voilà, on est venu ici, on a rencontré Delphine ici. On en revient toujours à Delphine. C'est ça. C'est le centre du Colorado. Les auditeurs les plus avertis parmi vous se souviennent sans doute de l'histoire de Delphine Carlyle que j'avais reçue dans le podcast à l'automne 2022. Elle nous parlait de son retour raté en France et de son installation pour de bons États-Unis. Elle dressait aussi un parallèle entre la communauté française et sa deuxième famille. Delphine le disait, elle est agent immobilier dans la région de Denver et donc il s'agit de la même Delphine à laquelle fait référence Karine. On a passé quelques heures avec elle pour nous parler d'ici. Voilà, on parlait ouvertement et puis on a passé une semaine et on s'est dit ouais, on serait bien là quoi. Bon après, je pense qu'on est du genre à prendre des risques. Ouais. Enfin, c'était comme ça qu'on est parti sur un coup de tête à Singapour, ouais. À Chicago, voilà. Ouais. Donc, mais ça nous convient. Et alors du coup, c'était quoi? C'était en 2020, 2021 que vous êtes arrivé ici? Non, 2021. Ah, tu m'as dit que t'étais pas bonne avec les dates. Voilà, je vois, vous voyez pas la lueur de panique dans les yeux, c'est genre, me couche pas sur les dates. On est arrivé en l'été 2021. 2021. 2021. D'accord. C'est ça. Ok, donc là, ça fait 1 an et demi que vous êtes ici. C'est ça fait un an et demi. Et alors, le bilan à 1 an et demi dans le Colorado? On adore le Colorado dans le sens, il y a la montagne qui est là, tu peux aller t'évader très facilement. Il y a les 4 saisons qui s'affondent bien. Quand on habitait à Singapour, il n'y a pas de saison, c'est l'été tout le temps. Été humide, hein, ça, Singapour. Au bout d'un moment, moi je voyais que mon corps quand même avait besoin d'un break. Ouais. Chicago, il fait trop froid. Et ici, c'est l'inverse, c'est très sec quand même. C'est très sec, ouais, c'est très très sec. Bon, ça, il faut qu'on s'habitue aussi, mais voilà, moi j'adore. Là, aujourd'hui, il fait super beau. Ouais. On est en mois de février, il y a un beau soleil, c'est magnifique. Donc ça, c'est génial. Après, nous, on habite, j'ai un peu du mal avec le manque de diversité. Ouais. C'est peut-être cliché. Moi, vous êtes en banlieue aussi. Ouais, la banlieue américaine, c'est souvent pas hyper divers, non? Ouais, mais ça dépend des banlieues, je pense. Ouais. Nous, après, on est dans un quartier très blanc. Ouais. J'ai grandi dans les HLM en France, donc pour moi, la diversité, c'est mon quotidien. Ouais. Et ça me manque, là. Mm-hmm. Et puis, surtout du coup, y a, plus t'es entre gens de la même race, plus il y a des gens qui se permettent de dire des choses que j'aime pas du tout entendre. Du racisme, voilà. T'en as été témoin ma fille, on a été victime à l'école. Ah ouais. Donc ça, c'est quand même moins sympa. Ouais. Surtout quand elle a que 5 ans, 6 ans. Bah ouais. 6 ans. Elle s'en est rendue compte, mais il s'est passé quoi? Oui. Ouais, elle s'en est rendue compte, oui. Une petite fille à l'école, un jour, ils avaient des crayons, des Sharpies, là, qu'ils avaient, pour une seule fois, c'est des crayons indélébiles, là, qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser. Et il y avait évidemment des crayons noirs pour faire les dessins, et puis des couleurs pour colorier à l'intérieur. Et une petite fille lui a dit qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser ceux de couleur parce que c'était pour les white people, les black skin people devaient utiliser que les crayons noirs. Ma fille étant métisse chinoise, elle n'est pas de peau si noire, mais elle est mate de peau. Ouais. Et en fait, elle n'a pas osé nous en parler pendant des jours. Donc ça l'a traumatisée. Ça l'a traumatisée pendant des mois. Elle nous en a parlé au bout de quelques jours en pleurs. Je suis allée en parler à l'école et tout ça. Et moi, ça m'a mis hors de moi parce qu'en plus... parce que heureusement, dans un sens, il n'y avait pas un petit garçon ou une petite fille noire dans cette classe parce que dans quel état il se serait senti encore plus que déjà, c'est tellement difficile au quotidien. Sans raison.
Donc, ouais, c'était un peu difficile. Donc, moi, c'est un peu un côté qui est difficile, mais en même temps, les enfants de notre âge, après Chicago, ici, elles peuvent courir partout. J'ai pas de peur. Ah ouais. Elles se prennent une balle perdue, tu vois. Et pour moi, ça, c'est pour l'instant... Ça passe au-dessus. Ça passe pas au-dessus. Ça reste, la pilule, elle est pas facile à avaler. Et, des fois, ça me met en colère et ça m'énerve. Mais en même temps, c'est aussi, du coup, ça nous permet d'en parler. Quand on voyage, on parle de tout ça. Moi, je les expose au maximum à différentes cultures par des vidéos, des chansons, des podcasts, tout ce que tu veux. Et c'est ça qui est important, en fait. Ouais. Mais bon, après, je pense que c'est, comme tu dis, c'est en dehors de toutes les grandes villes. C'est comme ça, quoi. Voilà. Après, nous, aujourd'hui, dans notre vie, ça nous convient parce qu'on a la sécurité, on a la liberté, le stress en moins. Et ça fait du bien, quand même. Ouais. Égoïstement, ça fait du bien. Est-ce que, là, du coup, ça fait quoi ? Ça fait 12 ans que vous êtes partis de France ? Ouais, un peu plus, je crois, maintenant, plus 13 ans. Ouais. Est-ce qu'il y a, je sais pas, si tu regardes, tu vois un petit peu ce que vous avez fait, ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a un truc que vous feriez différemment ou que tu envisagerais peut-être d'une autre manière ? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Je pense qu'on a eu l'occasion dans tous nos déplacements qu'on a fait. Enfin, c'est marrant, t'appelles ça des déplacements. Ouais. Quand on était à Singapour, on a profité au maximum de ce qu'on pouvait. Ouais, en fait, je pense qu'avec ma femme, on se dit juste qu'on vit qu'une fois, vraiment, qu'il faut en profiter. Donc, c'est génial. Ouais, des fois. Il y a à avoir cette idée, puis à réussir à l'appliquer après dans son quotidien, je trouve. Ouais. On a de la chance qu'on puisse le faire. Ouais. Et je pense des fois des gens nous disent qu'on s'arrête jamais, mais en même temps on le cherche. Et c'est génial. Enfin, je sais pas, je me dis on sait pas quand ça va s'arrêter, donc il faut en profiter, quoi. Est-ce qu'il y a un petit conseil que tu te donnerais, que tu vous donnerais avec le recul, ou un truc qu'on t'a dit qui t'a aidé, qui pourrait aider en fait d'autres personnes qui envisagent je sais pas, la parentalité à l'étranger, le départ à l'étranger tout simplement, enfin quelque chose qui résonne avec ton parcours ? Non, j'avoue, c'est une question là, tu me prends au dépourvu là. Non, moi je me dis juste dans la vie, j'aime pas trop vivre avec des regrets, donc si t'as envie de partir, il faut partir. Par contre, il faut savoir qu'il y aura des moments qui seront pas faciles, et que d'autres seront super. Que après, quand on rentre en France, on est en décalage, même juste pour les vacances avec les gens. Faut s'attendre à ça, faut s'attendre à ce que les gens te fassent des blagues. Ouais, les Américains, mais en fait non, c'est pas drôle, ça fait déjà 36 000 fois qu'on me l'a fait. Genre quoi ? Non, mais je sais, c'est genre... des clichés sur les US. Ouais, tu sais, mais maintenant vous êtes des Américains, et ils prennent un accent genre texan avec un chewing-gum pour te parler. Et t'es là, non, en fait, non. C'est pas drôle. Et que souvent, des fois autour de nous, certaines personnes s'attendent à ce que notre vie soit extraordinaire ici, mais en fait, c'est une vie comme tout le monde, juste dans un autre pays. On va faire nos courses, on va chercher les enfants, on est fatigué de la vie, mais on est juste ailleurs. Mais en même temps, si les gens ils en ont envie, il faut le faire. Et puis après, je sais pas, sur la parentalité... Moi, je me dis juste, de pas rester. Il faut oser en parler, en fait. Et puis avoir le soutien pour les gens qui ont besoin du soutien, de la famille autour. Et puis aussi savoir dire que, en fait, non, cette fois, j'ai pas envie d'en parler et que c'est ok. Que là, au contraire, j'ai besoin d'en parler. Et voilà, c'est juste. Je pense que ça, c'est important, quoi. Merci beaucoup, Karine. De rien. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Karine d'être venue jusqu'à moi pour me raconter son histoire. Je vous remercie vous aussi, bien entendu, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cette histoire vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, dans la vraie vie, en ligne, peu importe. En tout cas, ça compte énormément. Et si vous avez encore 30 secondes de disponible devant vous, alors faites-nous-en cadeau. Direction votre application de podcast que vous utilisez là tout de suite pour nous écouter. Donnez-nous 5 étoiles et quand vous en avez l'opportunité, laissez-nous un petit message, un avis,
Parlez-nous de votre épisode préféré, de comment vous nous avez découvert ou encore de ce que vous aimeriez écouter dans French Expat. Tradition oblige, je vous propose tout de suite de découvrir ce qui nous attend la semaine prochaine. C'était une vie qui me correspondait pas du tout. Je le dis souvent et c'est vrai que c'est pas facile à admettre, mais j'ai l'impression d'avoir perdu des années de ma vie. On a une grande faculté de résilience avec mon époux et on a accepté pendant très longtemps cette situation. Ça fait maintenant 18 mois qu'on est à Ottawa et là c'est le vide complet au niveau de la vie sociale et ça je trouve ça vraiment dur parce que c'est vraiment la première fois que je vis ça et puis c'est vrai que je suis quelqu'un qui adore voir du monde, qui adore sortir, qui adore recevoir, donc là j'ai vraiment perdu ça. Je trouve ça difficile, je trouve ça vraiment là on peut vraiment parler de solitude réelle. Donc ma vie sociale avant les États-Unis, du moins avant qu'on déménage avec Gareth, elle était très intense. J'étais jamais seule. Jamais de ma vie je me serais dit que j'allais vivre seule et que j'allais bien le vivre d'ailleurs. On dit qu'en France, c'est assez compliqué de rentrer dans le cercle, on va dire un peu privé des gens, quand tu t'installes quelque part. Mais une fois que tu passes dans le cercle, tout est mélangé. C'est-à-dire que tu peux te retrouver à une soirée chez quelqu'un où il y aura ses collègues de boulot qui sont rentrés dans le cercle, des parents d'élèves qui sont rentrés dans le cercle, des gens de son club de sport qui sont rentrés dans le cercle, voire de la famille. Alors que aux États-Unis, en fait, les Américains cultivent plusieurs cercles. C'est-à-dire qu'ils ont le cercle d'amis, le cercle des amis d'enfance, par exemple, le cercle des amis du club de sport, le cercle des amis des parents d'élèves, la famille, et tout ça ne se mélange pas. Donc c'est assez compliqué de rentrer, on va dire, en contact avec les Américains, mais après c'est très compliqué de rentrer dans chacun des cercles, et il n'y aura jamais de mélange en fait entre tout ça. Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que oui, on va expérimenter la solitude en expatriation, mais je tiens quand même à signaler que la solitude, je l'ai aussi expérimentée dans mon propre village, dans la propre maison de chez mes parents. Et pourquoi ? Tout simplement parce que parfois, même autour de nous, dans notre entourage, on ne retrouve pas forcément des personnes qui ont le même mindset que nous, et on peut également se retrouver tout seul. Et j'avais du mal soit à en parler, soit à me sentir vraiment écouté sur ce genre de problème, parce que déjà j'avais un peu honte de ce genre de situation, et de me dire mais quand même j'ai grandi ici, normalement ce genre de choses ça devrait être assez simple, ça devrait être instinctif, ou en tout cas c'est des choses que j'ai appris ou que j'ai pu faire par le passé. Comment ça se fait que j'ai oublié ? Est-ce que ça a tant changé ? Ou est-ce que c'est moi qui me suis désadapté un peu à la vie française ? Et j'ai eu du mal à trouver des interlocuteurs ou à réussir à en parler à des gens. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se sent seul. Et bizarrement, en fait, d'être éloigné de la France, des Français, de la culture, j'ai redécouvert un peu ma culture, en fait, en m'en éloignant. Ça m'a vraiment rapprochée parce que j'ai découvert qu'en fait, j'avais tellement de choses passionnantes à raconter sur ma culture. Et encore aujourd'hui, j'enseigne le français en ligne et vraiment, je sens mes étudiants, je le vois quand je deviens passionnée, que je raconte plein de choses sur la culture française. Je vois que ça les intéresse et je pense que ça booste les gens, posent des questions. Donc il a fallu que j'apprenne à vivre avec moi-même, en fait, tout simplement. Et à accepter le silence, à accepter de vivre seule, tout simplement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire.